Salut les fraternités citoyens. L'actualité électorale est bien chargée en ces temps-ci. On sent que tout le monde se précipite avant les vacances de Noël. Beaucoup d'actualités donc. L'officialisation de la candidature d'Éric Zemmour, le lancement d'un parti politique de la majorité présidentielle, les déboires dans la candidature de l'équipe de campagne de Yannick Jadot, et bien sûr le Congrès républicain et la désignation de Valérie Pécresse. Alors une victoire qui a surpris plus d'une personne peut-être, parce qu'il y a encore un mois on pensait que ce serait Xavier Bertrand et Michel Barnier qui se qualifieraient pour le second tour de cette élection interne. Et bien finalement non, c'est pas Michel Barnier et Xavier Bertrand, c'est Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Bref, déjà pour les résultats. Dans l'ordre décroissant, on a Philippe Juvin qui fait 3% des voix. Ensuite, on a Xavier Bertrand qui est à 22,4%, Michel Barnier 23,6%, Valérie Pécresse 25%, Éric Ciotti 25,6%. Un sacré 4 quarts breton, c'est ce qu'ont dit certains journalistes et politiques. C'est quand même un peu le 4 quarts breton, quoi. Hein. C'est-à-dire que 4 candidats se partagent quasiment à égalité les suffrages. Bon, on va pas parler cuisine. Voilà pour l'analyse gastronomique. Passons à l'analyse politique. Effectivement, il y a une quadripolarisation interne chez les Républicains entre 4 courants de la droite. Nous avions donc pour ces élections un certain Xavier Bertrand qui se définissait comme gaulliste social, plutôt droite populaire également, qui défendait la décentralisation plus poussée. Ensuite, on avait Valérie Pécresse, qui elle est une libérale conservatrice, qui elle-même se définit à 2 tiers Merkel et à 1 tiers Thatcher. Ensuite, on avait un Michel Barnier qui était en théorie plutôt républicain, plutôt chiracien, plutôt européen. Et enfin, on a Éric Ciotti qui à l'origine était là pour faire peser son courant idéologique, la droite plutôt sécuritaire. 4 courants de pensée qui s'entremêlent donc. C'est pas non plus le grand écart entre Bertrand et Ciotti, il faut pas rêver. Chacun va mettre plutôt l'accent sur une thématique. République des territoires pour Xavier Bertrand, sécurité et migration pour d'autres, relance économique, relations internationales, etc., etc., etc. Dans les débats qui ont eu lieu tout au long du mois de novembre, dans les médias traditionnels, on a surtout parlé de sécurité et d'immigration, ce qui a beaucoup profité à Éric Ciotti, et donc il a pu développer ses arguments, et c'est donc une des raisons pour lesquelles Éric Ciotti a fait une percée lors de ce congrès. Et puis on a aussi Valérie Pécresse, qui a été pas si mauvaise finalement dans ces débats. Le plus décevant a peut-être été Michel Barnier, qui avait une grande espérance autour de lui et qui finalement s'est avéré assez terne. Puis je vous parle même pas de Xavier Bertrand, qui, à cause de cette tergiversation, de ces contradictions sur son éventuelle réadhésion aux Républicains pour voter, s'est fait un peu lyncher par les adhérents. Il faut pas non plus oublier que c'est une élection interne à la base. C'est une désignation interne qui s'adresse d'abord aux adhérents, aux militants du parti politique. Éric Ciotti, par exemple, a très bien compris comment s'adresser à ces gens. Alors on aurait pu effectivement anticiper un effet Ciotti si on avait regardé les nouvelles adhésions dans les fédérations des Républicains. Je vous rappelle que tout le monde pouvait adhérer aux Républicains jusqu'à la mi-novembre. Il y a eu beaucoup d'adhésions dans certaines fédérations, dans les Alpes-Maritimes, dans les Yvelines, à Paris, ce qui a profité à Éric Ciotti et à Valérie Pécresse. Excusez-moi. Bon, il y a eu bien sûr des adhésions dans le Nord et en Savoie pour Xavier Bertrand et Michel Barnier, mais quand même, ça ne leur a pas plus profité que ça. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça ne veut pas dire, bien sûr, que les fédérations locales votent intégralement pour un candidat ou pour un autre quand il est issu de leur rang, absolument pas. Je dis juste qu'il y a toujours un effet non négligeable de baron local, de enfant du pays. C'est ce qui s'était passé par exemple en 2016 avec Alain Juppé qui fait des très bons scores à Bordeaux et dans la région bordelaise, avec François Fillon qui fait des scores dictatoriaux dans la Sarthe. Et malheureusement, on ne peut pas confirmer cette théorie pour ce congrès puisque les Républicains n'ont pas publié les résultats pour chacune des fédérations. C'est dommage. Dans les minutes qui ont suivi l'annonce des résultats du premier tour du congrès, les candidats disqualifiés, Bertrand, Juvin, Barnier, ont tous appelé à voter pour Valérie Pécresse, ce qui lui donnait un potentiel électoral de 75%. Mais la politique, c'est pas des mathématiques, c'est des dynamiques. Valérie Pécresse est donc désignée candidate des Républicains avec 61% des voix, une participation à peu près similaire pour les 2 tours, 80-82% des inscrits, et Éric Ciotti, lui, fait 39%. La théorie mathématique, eh bien, elle est balayée par la pratique politique,
les deux sont très différents. Certes, on pouvait se douter que Valérie Pécresse allait de toute façon gagner le second tour à partir du moment où tout le monde appelle à voter pour elle. Ça aurait été surprenant l'inverse, même si on ne sait jamais. Mais quand même, Ciotti fait un score non négligeable. Par rapport au premier tour, il gagne 15 points. C'est bien, c'est pas mal. Et du coup, on a un rapport de force 60-40. Ça donne en premier lieu une assise incontestable pour la candidate désignée, et puis dans le second temps, ça fait aussi de l'outsider, quelqu'un d'important et qui doit être pris en compte pour la suite des événements. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Éric Ciotti à plusieurs reprises. Si Valérie Pécresse veut rassembler la droite, il faut qu'elle prenne en compte ces 40%. Le message qui a été lancé hier n'était pas un bon message. Et le message qui a été adressé hier soir a surpris, a étonné beaucoup des personnes qui me soutiennent. Pécresse, elle a joué la carte du libéralisme économique, de mesures de sécurité assez fortes dans un cadre d'état de droit. C'est la même chose aussi pour Éric Ciotti, hein. Il a été très libéral économiquement, il a été très axé sur des questions sécuritaires, d'identité, d'immigration. Et Ciotti demande légitimement à ce que ces 40% et ces idées donc soient intégrées dans la campagne de Valérie Pécresse. C'est tout à fait logique en fait. Ce qui nous amène à la campagne électorale présidentielle en elle-même. Valérie Pécresse se positionne au barycentre des droites, c'est-à-dire au point d'équilibre entre le gaullisme, le conservatisme et le libéralisme. Donc je porte un projet qui est sans doute de droite assumée, mais c'est un projet aussi qui a vocation à rassembler la droite sociale de Xavier Bertrand, la droite des services publics de Philippe Juvin, la droite européenne de Michel Barnier et la droite d'Éric Ciotti. Alors, c'est pas forcément facile de concilier tous ces courants idéologiques quand même. C'est même parfois contradictoire sur certains aspects de liberté publique, notamment. Donc il faut que là, Valérie Pécresse, elle aille chipper des voix à Emmanuel Macron, chez les libéraux modérés et Édouard Philippe, et de l'autre côté, il faut qu'elle aille aussi chipper des voix chez les conservateurs réactionnaires, chez Marine Le Pen, chez Éric Zemmour. Bref, ça va être compliqué, ça. Défi de taille. Oui, est-ce qu'elle va arriver à le surmonter? Parce que le quinquennat qui s'achève, il a fait très mal à la droite française, qui a été écartelée entre la majorité présidentielle et l'extrême droite. Ouais, on se demande vraiment si Valérie Pécresse va réussir à séduire ces gens qui sont déjà partis chez Macron, chez Édouard Philippe, chez Éric Zemmour, chez Marine Le Pen. C'est toute la question, est-ce que c'est possible de rassembler ces gens? Est-ce que le rêve de l'UMP, qui est de fusionner tous les courants de la droite républicaine en un seul parti politique, est encore possible, ou est-ce qu'il est définitivement mort? Est-on en train de voir renaître des mouvements politiques qui avaient disparu après la guerre et avec l'essor du gaullisme? La politique, c'est dynamique. Il suffit de susciter un enthousiasme pour monter dans les sondages, il suffit aussi d'enchaîner les déceptions pour chuter. Jusqu'à présent, Valérie Pécresse était pas la mieux placée de tous les candidats pour se présenter à cette élection. Elle était autour des 9-12% dans les sondages d'intention de vote. Ça reste trop faible pour se qualifier au second tour de l'élection présidentielle et espérer même être qualifiée. Donc il va falloir qu'elle trouve des voix, il va falloir qu'elle crée une dynamique. Il faut qu'elle suscite une adhésion à sa personne, à ses valeurs, à ses idées, à son programme, à son projet. Alors il y a une espérance aussi, c'est que la barre d'accès au second tour soit plus basse que prévu. Et en 2002, il n'y avait que 0,7 points d'écart entre Jean-Marie Le Pen, qui a été qualifié au second tour, et Lionel Jospin. Ça s'est joué à rien. Pareil en 2017, entre Marine Le Pen et François Fillon, il y a à peine 1,3% d'écart. D'ailleurs, même élection, entre Fillon et Mélenchon, il y a 0,4%. Alors depuis la rentrée de septembre, on a observé que le candidat qui avait la meilleure dynamique, c'était Éric Zemmour, sans conteste, personne ne le nie. Entre la fin août et le début du mois d'octobre, il a quand même gagné une dizaine de points dans les intentions de vote. Il a réussi à affaiblir Nicolas Dupont-Aignan, à affaiblir Marine Le Pen et dans une moindre mesure le candidat et la candidature des Républicains. Il a créé une dynamique favorable autour de sa personne en septembre, qu'il a traduit dans les sondages. Il est arrivé très haut, concurrençant Marine Le Pen. Parfois, dans certaines intentions de vote, il se qualifiait même face à Emmanuel Macron. Mais vous voyez que quand même, il a réussi à faire descendre Marine Le Pen, qui était à 25%, 20-25%, à 15%. C'est quand même important. Ça veut dire que la barre de qualification est descendue avec Marine Le Pen. Ça veut dire une autre chose, ça veut dire que plus la barre était basse, plus il y avait de chances pour le candidat des Républicains à se qualifier au second tour face à Emmanuel Macron. Donc du coup, Éric Zemmour vient perturber un petit peu cette campagne électorale qui était déjà annoncée comme terne. Est-ce que
finalement, on va rabattre les cartes avec cette candidature, avec la candidature de Valérie Pécresse. Est-ce que la place de Marine Le Pen est assurée ou pas au second tour? C'est la question. On va voir aussi si la candidature d'Éric Zemmour, son premier meeting, ou même la qualification de Valérie Pécresse et sa victoire au Congrès, vont les faire remonter dans les sondages dans les jours à venir. C'est l'effet aussi de la clarification de l'offre politique. Je vous ai parlé d'Éric Zemmour, du fait qu'il faisait baisser Marine Le Pen et donc que la barre de qualification au second tour de la présidentielle était plus basse. Il reste quand même assez haut, entre 15 et 19% tous, mais si Valérie Pécresse se débrouille bien et que Éric Zemmour continue à faire baisser Marine Le Pen, eh bien, elle peut peut-être espérer se qualifier face à Emmanuel Macron, qui sait. Rien n'est perdu pour Valérie Pécresse, il y a des scénarios qui sont en train de s'envisager, qui n'étaient pas envisagés jusqu'alors, mais qui nous font dire que finalement, tout devient possible. Présence au second tour de Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Valérie Pécresse, peut-être même d'un candidat de la gauche unie, on ne sait jamais, et peut-être même que si Valérie Pécresse arrive à faire descendre Emmanuel Macron, peut-être une non-présence d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, ce serait assez étonnant. Bref, vous voyez que là, rien n'est joué, rien n'est fait, tout est possible. Ensemble, tout devient possible. La campagne électorale s'annonce donc finalement plus intéressante que prévu, plus ouverte, et donc du coup ça va être génial, on va pouvoir suivre cette campagne électorale. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, tout ce que vous savez faire sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt sur WIP.